Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue, nouvel épisode du débrief, l'épisode 16, ça veut dire qu'il en restera 10 d'ici à la fin de la saison après celui-ci. Bienvenue donc pour une nouvelle émission, une nouvelle salve de résumé de match consacrée à nos formations de National 2 et de National 3 en Normandie. On ouvre le bal avec le National 2. Le National 2 avec un événement ce week-end, le derby des Corsaires, l'US Granville relégable qui recevait son rival, l'US Saint-Malo, déchu de sa première place la semaine dernière. Que s'est-il passé au stade Louis Dior? La réponse en images. L'US Granville qui lutte pour le maintien reçoit l'US Saint-Malo qui lutte pour la montée, de dynamiques bien différentes. Mais ce sont les Granvillais qui vont se procurer la première occasion avec cette frappe de l'extérieur de la surface de réparation, repoussée tant bien que mal par le gardien. Puis quelques minutes plus tard, Paul Rollet va répondre à Clément Milon avec cette frappe. Il manquait un peu de conviction pour tromper le gardien Granvillais. Nouvelle frayeur dans la surface avec ce centre qui vient taper la barre avant de sortir. En seconde période, les Granvillais qui s'essayent de loin avec cette frappe qui manque le cadre de quelques centimètres. Il faudra un bon Paul Rollet pour garder le but inviolé comme sur cette parade. L'US Saint-Malo qui accélère dans les derniers instants avec ce retourné qui manque de puissance. On en restera sur ce score de parité 0-0. On enchaîne dans cette partie National 2 avec pêle-mêle deux rendez-vous, l'US Avranches en déplacement du côté du Stade Poitvin et l'AS Villers qui s'est redonné du baume au cœur la semaine dernière au défi de l'US Thionville. L'US Avranches se déplace au Stade Poitvin en rose, jour de Saint-Valentin oblige. Mais les coéquipiers de Zorab Sopromadze ne sont pas là pour faire des cadeaux à leur adversaire du soir. Et on va le voir à la demi-heure de jeu. On retrouve Idrissa Seydi aux abords de la surface. On décale côté droit. Le centre retrouve qui? La tête de Idrissa Seydi qui vient ouvrir le score à la 37e minute de jeu, plus exactement. Et cela vient récompenser la domination avranchinaise. Au retour des vestiaires, Avranches qui continue d'attaquer et cette tête de Rabuel, Matteo Rabuel qui est finalement bien rentré, a bien franchi la ligne. Le but est logiquement accordé, 2-0. Et puis un troisième but va venir s'ajouter avec ce petit festival côté gauche. Le centre qui est remisé. Et c'est Nicolas Delpech, après cette remise parfaite de Idrissa Seydi. La frappe est fuyante, cette fois pas de doute. Le ballon qui est bien rentré, 3-0. Les joueurs du Poitou qui vont tout de même réagir. Et de quelle manière? Avec Kenny Mavouba, la frappe du pied gauche est lourde en pleine lucarne. Ça fait 3-1. On entre à peine dans le dernier quart d'heure. On revoit cette frappe magnifique, imparable, pleine lucarne. Mais les Avranchinais ne vont pas tarder à réagir et à couper tout espoir dans cette rencontre avec Zorab Sopromadze côté gauche que l'on retrouve, qui va servir parfaitement Noah Mupemba pour le 4e but. 4-1. 76e minute de jeu, 2 minutes à peine après la réduction du score. Et ce score qui ne bougera plus. On revoit le service parfait de Zorab Sopromadze pour son attaquant. Et voilà, le score qui ne bougera plus. Une très belle victoire pour Avranches. L'AS Villers qui est en mission commando pour son maintien à un déplacement difficile sur la pelouse de Thionville. Et vous allez le voir, le début de match est complètement raté de la part des joueurs de la Côte-Fleurie avec 52 secondes de jeu au chrono et déjà l'ouverture du score de Mickaël Omosania qui vient reprendre ce centre à bout portant et qui ne laisse aucune chance à Gaëtan Boirou. 1-0. À peine 3 minutes plus tard, un nouveau centre dans la surface de réparation. Le ballon qui est dégagé, mais ça revient à l'entrée de la surface de réparation. La frappe est déviée par Mohamed Amin Groun. Et c'est le break qui est déjà fait après à peine 4 minutes de jeu.
Et les locaux qui mènent par 2 buts d'avance donc. On revoit ce ballon qui est légèrement dévié et qui vient tromper Gaëtan Boiroux. Villers qui va bien réagir suite à ce corner avec Fernand Gall qui voit ce ballon repousser. Puis sur un deuxième corner, on notera également la blessure de Fernand Gall, victime semble-t-il de croisé à qui on souhaite un bon rétablissement. Mais en seconde période, Thionville qui continue d'attaquer et on retrouve Mohamed Amin Groun avec cette frappe qui laisse aucune chance à la défense. 3-0 après l'heure de jeu. La frappe au sol, ras du poteau. Villers qui va tenter de réagir avec Thierry Lemaître qui voit la frappe repoussée par Wilfried Betcher. Thierry Lemaître qui lui aussi sera blessé et contraint de laisser ses coéquipiers. Et avant d'entrer dans le dernier quart d'heure de la rencontre, c'est Valentin Poissignon qui vient alourdir le score. 4-0. Nous jouons la 73e minute de jeu. Le score est lourd pour l'AS Villers qui perd également, donc on l'a dit, 2 joueurs sur blessure. Le chemin est encore long pour les joueurs de la Côte-Fleurie. Sans transition, on bascule tout de suite sur le bilan de ce week-end. Retour sur les différents résultats, le classement, le programme, la projection vers la future journée. Petit point sur les résultats de cette 19e journée en National 2. On commence par le groupe B avec, comme vous l'avez vu, la belle victoire de l'US Avranches, 4-1. Et le match nul 0-0 entre l'US Granville et l'US Saint-Malo. Résultat intéressant pour les Granvillais. Les Girondins de Bordeaux toujours leaders malgré leur défaite 4-3 face à Bourges. Avec un petit point d'avance sur l'US Saint-Malo, donc l'US Avranches 5e. Dans la seconde partie du classement, l'US Granville qui est toujours dans la zone de relégation à 2 points de Dinan-Léon, premier non relégable, mais avec un match d'avance. Prochaine journée, l'US Avranches recevra Dinan-Léon, tandis que l'US Granville se déplacera au stade Briochin. On vous laisse jeter un coup d'œil sur les autres rencontres de ce groupe. Passons maintenant au groupe C avec un match reporté ce week-end entre Haguenau et Épinal pour raison climatique. Le FC 93 Bobigny n'a pu faire mieux que le match nul 1-1 face à Aubervilliers. Fleury et Chambly sont restés muets dans cette rencontre. 0-0, statu quo en haut du classement avec toujours Bobigny en tête. 4 points d'avance sur Fleury qui compte malgré tout 2 matchs de retard sur le leader. Dans la seconde partie du classement, l'AS Villers qui est lanterne rouge après sa nouvelle défaite, mais qui compte un match de retard sur Aubervilliers. Et c'est 8 points qui séparent les joueurs de la Côte-Fleurie du premier non relégable. Prochaine journée pour les hommes de William Prunier, la réception du FC Balagne. Et on enchaîne vers le plus gros morceau évidemment, le National 3. En National 3, on commence par le groupe C où nos 3 pensionnaires, l'AF Virois, le FC Flers et le FC Saint-Lô étaient tous à la relance après un week-end dernier assez moribond marqué par 3 revers. L'AF Virois au défi de la réserve du Stade Rennais, le FC Saint-Lô qui devait se relancer à domicile face à un Cador, le Van Ossé. Enfin, le redoutable rendez-vous à domicile au stade du Azé pour le FC Flers face au leader. L'en avant Guingamp, on parle évidemment de la réserve. L'AF Virois veut relever la tête après sa défaite la semaine dernière à domicile 2-0 face à Milizac. C'est un déplacement chez la réserve du stade rennais et les choses vont mal débuter avec l'ouverture du score des Bretons à la 17e minute de jeu par Nordan Moukielé qui reprend ce ballon et vient tromper Louis Deschâteaux. La petite reprise qui prend le gardien virois à contre-pied. Mais les Virois vont réagir une première fois avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation qui fuit le cadre. Puis sur ce centre, le ballon qui est mal dégagé. La frappe est contrée et c'est Hugo Bretagne qui est là pour égaliser. Un but partout après la demi-heure de jeu. La reprise qui ne laisse aucune chance à Mathis Silistri. En seconde période, les Normands qui continuent d'attaquer. Mais les Bretons sont aussi dangereux dans la surface de réparation, à l'image
de ce numéro 15, Noah Lebré Maboulou, qui voit sa frappe frôler le cadre. Peut-être une dernière opportunité pour les Virois avec cette tête qui fuit le cadre, cette tête de Lohan Ledos qui était rentrée en jeu. On en restera là, score de parité entre les deux équipes, un partout. Le FC Saint-Lô-Manche recevait le Vannes Olympique Club. Le club du Morbihan allait se montrer le plus entreprenant avec cette première frappe captée par Xavier Gallien. Juste avant la pause, c'est un nouveau centre et c'est la tête de Loïc Piquion qui vient ouvrir le score dans le temps additionnel de cette première période. Les Bretons qui vont continuer d'attaquer au retour des vestiaires avec cette tentative repoussée par la défense. Il y aura ce bon travail de Ahmed Traoré qui va obtenir un penalty. Penalty repoussé une première fois par le gardien, mais c'est Marvin Perrotte qui a bien suivi et qui vient égaliser avant l'heure de jeu. On revoit au ralenti le gardien qui repousse la tentative et le Saint-Lois qui est là pour égaliser un partout. On joue les dernières minutes et il y a ce retourné en direction de Loïc Piquion qui bute une première fois sur Xavier Gallien qui vient conclure et donner la victoire au Vannes Olympique Club. 2-1 donc. Le FC Flers reçoit la réserve de l'En Avant Guingamp au stade du Azé. Et même si les Flériens débutent la rencontre de manière intéressante avec ce centre-tir qui aurait bien failli tromper Noah Marek, ce sont bien les Bretons qui vont ouvrir le score à la 11e minute de jeu. Après ce centre, cette tête croisée qui vient lober Valentin Prevost et c'est Eden Gassama qui vient ouvrir le score. 1-0, puis très rapidement 2-0 suite à ce penalty obtenu. Et c'est Thierry Godam qui va s'élancer et tromper Valentin Prevost. 16 minutes de jeu, 2-0, le break qui est fait. Et les Guingampais qui ont même l'occasion d'alourdir le score avec ce 3 contre 2 dans la surface de réparation. Mais la frappe est trop sur le gardien, bien heureusement pour les Flériens. On aurait pu assister au but de la rencontre avec ce retourné magnifique qui vient s'écraser au pied du poteau. Les Flériens qui vont continuer d'attaquer en seconde période sans pour autant trouver la faille à l'image de cette action et cette frappe captée en 2 temps par le gardien. Score final donc 2-0. On migre à présent dans le groupe D, un groupe D qui sort d'une plutôt belle semaine. Alors on va déjà se concentrer sur le premier derby 100% normand du week-end. Il a mis aux prises l'US Alençon et le CMS Wassel. L'US Alençon reçoit le CMS Wassel et alors que les hommes de Draman Dilin sont réduits à 10 depuis la 30e minute de jeu, il faut attendre la 64e pour voir Karim El Amdaoui ouvrir le score sur un service impeccable de son frère Hakim, 1-0. Mais malgré tout et en infériorité numérique, c'est Adama Sidibé qui vient égaliser pour le CMS Wassel à la 74e minute de jeu, lancé en profondeur. L'attaquant vient inscrire un but zlatanesque. On revoit sa reprise qui vient lober toute la défense. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Adama Sidibé qui lance parfaitement en profondeur Ashraf Bootcamp qui vient donner l'avantage au CMS Wassel alors que les joueurs sont à 9 contre 11 après une seconde expulsion. C'est la sensation lors de cette rencontre. Alençon qui va continuer d'attaquer. Et sur une remise de la tête, c'est Sabri Toufiki qui vient égaliser dans le temps additionnel au bout du suspense. 2 partout. Les Alençonnais qui n'auront rien lâché et qui vont tout de même obtenir le point du match nul. On le répète à 11 contre 9. Le deuxième derby, de son côté, deuxième réception de suite pour le Grand QVI FC, battu la semaine dernière par l'US Alençon. Les Tangos étaient en quête de revanche contre une formation qui réalise une plutôt belle saison, le SUDIF Cabourg. Le parcours en Coupe de France digéré, le SUDIF Cabourg veut enchaîner une seconde victoire en championnat, mais c'est un déplacement chez une autre équipe normande, le Grand QVI FC, qui attend les hommes de Philippe Clément et de Julien Le Pen.
Mais ce sont bien les Divés qui dominent ce début de rencontre avec notamment cette première occasion. Le ballon qui est remis dans la surface de réparation. Alban Bekombo qui se bat bien, qui va pouvoir remettre en retrait à l'entrée de la surface de la réparation. Mais la frappe qui s'envole. Div qui continue d'attaquer avec de beaux mouvements collectifs. Mais cette fois, la frappe de Théo Becherel qui manque de puissance pour tromper Samba Batii. Les oranges et noirs qui vont tenter d'attaquer, mais manque de présence dans la surface pour inquiéter Max Verrier. Sur coup franc, on a bien failli se faire peur avec ce ballon qui est repoussé et mis en corner. Div qui continue d'attaquer. Et Alexis Jeanne qui voit sa frappe hors du cadre. Il reste peu de temps avant la mi-temps. Et le ballon dans la surface de réparation avec Erwan Koutélé. Une première fois contré, ça revient dans ses pieds. Et cette fois, c'est la bonne ouverture du score à la 44e minute de jeu. Du latéral droit d'Ivé. La première frappe du droit est déviée par la défense. Ça revient sur son pied gauche. Un contrôle, une frappe. Et l'ouverture du score. Au retour de vestiaire, Div qui continue d'attaquer avec ce ballon qui est repoussé juste devant la cage. Canquevilly qui tente de mettre le danger dans la surface de réparation, mais la défense est bien organisée. Un nouveau centre vers Alban Bekombo qui devance le gardien et qui vient doubler la mise. 65e minute de jeu, 2-0. Le break est fait pour les Divés. Une petite incompréhension entre le défenseur et son gardien. Div qui va continuer d'attaquer avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe qui va être puissante mais hors du cadre. À la limite de hors-jeu. La frappe qui est cette fois déviée par Samba. Le ballon qui revient. Et c'est le défenseur qui vient repousser la tentative d'Yvez. Peut-être une dernière opportunité de réduire le score. Mais monsieur l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre. Deuxième victoire consécutive pour le SU Div Cabourg qui refait le plein de confiance. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le reste des résultats des autres formations normandes de ce groupe D dans un petit pêle-mêle, notamment le duel 100% réserve entre le deuxième, le Stade Malherbe de Caen, et le Sporting Club de Bastia, mais évidemment aussi la réception par l'ASPTT Caen de l'AS Saint-Ouen-l'Aumône. La réserve du Stade Malherbe Caen se déplace chez une autre réserve, celle du Sporting Club Bastia. Et ce sont les Corses qui vont ouvrir la marque à la 11e minute de jeu par Mohamed Amin Boumahaoui. Une entrée en matière difficile pour les Canets. Et il faut attendre le temps additionnel pour voir la rencontre s'enflammer avec ce ballon repris au second poteau par Abdoulaye Niakate qui égalise au bout du suspense un partout. On revoit ce but au ralenti avec ce ballon une première fois dévié et Abdoulaye Niakate qui trompe le gardien à bout portant. On pense alors du côté canet à repartir avec le point du match nul, mais il n'en sera rien puisque c'est Jean-Dominique Leca qui donne l'avantage au club corse et même la victoire sur ce coup franc. Score final 2-1. La SPTT Caen veut enchaîner à domicile après sa victoire face à l'AG Caen Football. Et c'est la réception des franciliens de Saint-Ouen-l'Aumône. Pas une mince affaire pour les hommes de Laurent Dufour. Et on le verra, ce sont d'abord justement les visiteurs qui vont dominer cette rencontre sans se procurer de véritables occasions. La première est à mettre au crédit des Canets avec cette frappe malheureusement qui s'envole après un bel enchaînement. Younes Kedir, l'ancien joueur de l'AG Caen que l'on retrouve et qui voit sa frappe manquer de puissance. Et c'est encore lui qu'on retrouve sur cette frappe qui est cette fois trop cadrée pour inquiéter le gardien des postiers. En seconde période, c'est Léo Hamel qui sert parfaitement Samy Labis qui vient ouvrir le score à la 52e minute de jeu. Le plus dur semble être fait pour les PTT qui ont trouvé la faille. Samy Labis qui ne tremble pas et gagne son face-à-face.
Il y aura bien une dernière opportunité avec ce ballon qui va être joué peut-être dans la surface. Non, on traîne à le jouer pour Saint-Ouen. On en restera là. Une bonne victoire pour les Postiers. 1-0. Et il ne reste déjà plus qu'un match à vous montrer dans ce débrief. Après avoir réussi à dompter son dauphin, le FC Dieppe, incontestable leader du groupe E, avait rendez-vous avec une autre partie du tableau, en l'occurrence la Lanterne Rouge, le Valenciennes FC. Les Diepois partaient favoris. Est-ce qu'ils ont réussi à signer une nouvelle victoire et peut-être à amplifier leur avance en tête? La réponse avec Thomas Bèze. Le FC Dieppe de Djilali Bekar se déplace chez la réserve de Valenciennes et ce sont les Harengs qui dominent le début de cette rencontre avec deux opportunités et ces frappes lointaines qui manquent peut-être de puissance pour tromper le gardien. On a bien failli voir l'ouverture du score à quelques centimètres près, mais ce sont bien les joueurs de Valenciennes qui vont ouvrir le score par Kylian Kouakou qui reprend ce coup franc au second poteau d'une frappe croisée qui laisse impuissant Alexandre Lefebvre. Au retour des vestiaires, nous aurons droit à des harengs renversants menés par Claude Ateba, 59e minute de jeu, égalisation par l'attaquant diepois, le numéro 9 qui ne finit plus de marquer, un partout donc. Puis il y aura cette main sifflée par monsieur l'arbitre, penalty obtenu et transformé par Enzo Bevin. Et voici les Diepois qui reprennent l'avantage dans cette rencontre. Et sur le coup d'envoi, il y a un bon pressing Diepois. Et cette inspiration géniale de Gottfried Kittange qui vient trouver la lucarne. Il voit que le gardien est avancé. Il n'hésite pas, il frappe. Et ça fait mouche. Un but magnifique, une frappe stratosphérique. Et c'est une nouvelle victoire, la 3e de suite. Pour les Diepois, la 10e cette saison. Ce que je vous propose à présent, c'est également de découvrir le bilan de cette nouvelle journée de National 3, de nous projeter sur la suivante qui aura lieu dès la semaine prochaine. Et c'est l'heure de faire le bilan de cette 16e journée de National 3. On commence par le groupe C avec un seul point pris pour nos clubs normands. C'est le match nul de l'AF Virois sur la pelouse de la réserve du Stade Rennais. Sinon, une défaite pour Saint-Lô et pour Flers à domicile. On va voir maintenant les conséquences au classement. Un classement toujours aussi serré. Et c'est l'An Avant Guingamp, la réserve plus exactement de l'An Avant Guingamp, qui reprend les commandes à 33 points. 2 points d'avance sur l'AF Virois, 3 points sur Milizac. Dans la seconde partie de ce classement, on retrouve Flers et Saint-Lô dans la zone de relégation. Là aussi, c'est très serré. Flers n'est qu'à 2 points de se maintenir. Et c'est pareil pour le FC Saint-Lô, tous les deux à 16 points. Prochaine journée, l'AF Virois recevra Lannion, tandis que Saint-Lô et Flers se déplaceront respectivement à Pontivy et à Plabennec. On passe maintenant au groupe D avec la victoire du SU Div Cabourg dans un duel 100% normand sur la pelouse de Gand-Quevilly. Pas de vainqueur entre l'US Alençon et Oissel de partout. La SPTT Caen qui l'a emporté à domicile, mais des défaites pour les deux autres clubs cannés, la réserve du Stade Malherbe et la Caen, 2 défaites de buts à 1 à l'extérieur. Au classement, on retrouve dans cette première moitié le Stade Malherbe et le SU Div Cabourg qui est remonté dans le top 5 à la 5e place, 26 et 25 points pour nos deux clubs normands. Dans la seconde partie du classement, la SPTT Caen qui respire et qui s'éloigne petit à petit de cette zone rouge, 20 points, 3 points d'avance sur l'US Alençon. On retrouve également dans cette zone rouge la Caen Football et le Gand-Quevilly FC. Prochaine journée, le SU Div Cabourg recevra l'US Alençon. La réserve du Stade Malherbe de Caen recevra Gand-Quevilly. La Caen recevra Bastia. Oissel recevra Chatou et les PTT se déplaceront en Corse à Borgo chez le leader. Le groupe E maintenant, toujours dominé par le FC Dieppe, on le verra dans quelques instants, mais un petit point sur les résultats avec la victoire, vous l'avez vu, justement des harengs sur la pelouse de la Lanterne Rouge, la réserve de Valenciennes. Petit point sur le classement maintenant. Le FC Dieppe toujours en tête, 34 points, 8 points d'avance sur son dauphin. Le stade de Reims ferme le podium avec 25 points. C'est aussi très serré derrière les Diepois, mais les hommes de Djilali Bekar qui ont
creuser l'écart. On retrouve Valenciennes qui n'arrive pas à décoller et qui est lanterne rouge. Prochaine journée avec la réception de Drancy pour les harengs. Et il y aura notamment un duel intéressant entre le LOSC et Croix, ainsi qu'un déplacement à Saint-Quentin pour le stade de Reims. Un petit coup d'œil avant de se laisser sur le classement des buteurs qu'on n'avait pas eu le temps la semaine dernière de vous proposer. Petit point sur le classement des buteurs, en commençant par le National 2 où Noah Mupemba et Idrissa Seydi rejoignent Michael Latour en haut de ce classement avec 6 réalisations. On retrouve ensuite Oumar Konté à 5 buts, suivi de Aurélien Tertero, Thierry Lemaître ou Kenny Herbin à 3 buts. On passe maintenant au National 3, classement dominé par l'attaquant virois Matteo Mendy, muet depuis 2 rencontres mais qui compte malgré tout 13 réalisations. Il est suivi par Adama Sidibé qui a passé le cap des 10 buts. On retrouve à la 3e position Baptiste Fleury, 8 buts, puis Ibrahima Samouraya, Maury Tessier à 6 réalisations, Sertoglou et Hakim El Hamdaoui comptent 5 buts. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous le lundi 24 février pour aborder l'épisode 17, aborder de nouvelles rencontres passionnantes. Merci à Thomas Besse d'avoir assuré particulièrement pour cet épisode, merci à tous nos contributeurs qui l'ont épaulé tout au long de ce week-end. Et moi je vous dis, passez une excellente semaine. Allez, salut!